Bonjour, mon nom est Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenet, situé au 1400 rue Yves Blais. Comme vous le savez, nous sommes disponibles chaque semaine sur Quai Marina Flashback, c'est l'émission qui va dans toutes les directions. Nous sommes en direct d'un studio, soit HMR, en édition sans contact. Un seul invité cette semaine, nous lui laissons toute la place. C'est un invité de marque, je suis bien heureux de le recevoir. Il a un visage familier faisant partie du monde de la télévision pour plusieurs d'entre nous depuis fort longtemps, puisqu'il gagne sa vie à nous jouer des tours depuis presque 20 ans sur Just for Laughs. Je vous présente un comédien expérimenté, aussi sympathique dans la vie que dans son travail. Voici donc un homme qui nous fait rire, qui a toujours le sourire et qui en a attrapé plusieurs, Denis Levasseur. Bonjour mon cher Denis. Allô, allô, allô. La première question, mon cher ami, parce que je sais que tu viens quand même d'assez loin, une question qui est aussi obligatoire et d'actualité. Comment vas-tu avec cette COVID qui est venue, je crois, compresser ton travail les dernières semaines? Écoute, d'abord, c'est un miracle parce qu'on a quand même fait notre saison. Ouais. On commence de mai jusqu'à début octobre et là, on a commencé en août à cause du COVID. On a compressé 3 mois au lieu de 5 et puis écoute, on a fait notre saison. C'est un miracle. Donc, et en plus, avec le COVID, parce que moi, il fallait pas que je porte de masque. Ben oui. Et la personne que je prends ne devait pas porter de masque. C'est ça. Il fallait garder notre distance, mais écoute, ça s'est fait. Donc, beaucoup d'incidences quand même sur ta profession. Oui. Différents comédiens ont été affectés. Pourrais-tu rapprocher ta chaise juste de peut-être un petit pouce? Tu dirais, beaucoup d'affections? D'incidence plutôt sur d'incidence sur le métier de comédien présentement? Ah ben oui, en fait, nous on est beaucoup plus que les gens pensent. Moi je suis vraiment chanceux parce que nous on a pu le faire, parce qu'on s'est adapté. Mais il y en a beaucoup, comme le milieu du théâtre, le milieu des humoristes, etc. Ils ne pouvaient pas rentrer en salle, donc ça les a affectés. Mais nous, par miracle, on a réussi à faire notre saison encore. C'est formidable. Donc tu es heureux? Ben oui, d'ailleurs on vient de terminer notre... Parce que je pense que le mot vacances et le mot retraite ne sont pas dans ton vocabulaire. Le mot vacances est dans mon vocabulaire, okay, mais pas retraite. OK. Ouais. En fait, tout artiste n'a pas de retraite. Ouais. Jusqu'à temps qu'on ait la santé, parce que c'est quand même... c'est une adrénaline, c'est une passion d'abord. Je te comprends. C'est une passion. De ton propre aveu, tu as eu des débuts modestes. On va parler de ta formation à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Et j'aimerais que tu me dises aussi ce que ça représente pour un jeune de faire face à un gros centre urbain comme Montréal. Parce que ça peut être quand même une pente à monter pour un jeune. Ça peut être impressionnant. Bien, quand on est à l'école de théâtre, on vit dans un rêve. Hein? C'est 3 ans d'école, on fait les beaux rôles, etc. C'est comme si on n'avait pas conscience. Et surtout quand on est comme moi, j'étais en dehors de Montréal, j'ai fait mon école de théâtre à Saint-Hyacinthe. Donc tu sais, c'est pas comme ceux qui font l'école nationale ou le conservatoire, qui sont dans le milieu déjà presque, parce que les gens qui leur enseignent travaillent beaucoup. Donc, ça leur permet, eux, d'avoir peut-être de la job plus facilement que nous. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, personne ne me connaissait. Donc, à ce moment-là, il faut bâtir sa carrière, puis tu fais une petite affaire là, le monde il aime bien ça, il te réengage, puis là, d'autres entendent parler. C'est comme ça qu'on bâtit notre carrière. Ça m'a pris, en fait, comme j'ai une formation de théâtre, parce que nous, on n'avait pas de formation, pour la télé ou whatever, donc j'ai commencé en théâtre. Puis encore là, c'est de bâtir tout ça et c'était un peu difficile. Oui, je l'avoue, mettons, de 23 ans jusqu'à 30 ans, j'ai fait du théâtre, donc j'ai pas travaillé énormément. Tu sais, en fait, j'apprenais mon métier. Est-ce que tu penses que, comme on le dit dans le jargon, t'arrives de la campagne? Comparativement à un étudiant qui est déjà habitué au centre urbain de Montréal, est-ce que ça fait une différence qui peut même, comme on le dit, séparer les hommes des enfants, que des gens qui se sont découragés à cause de ce petit choc culturel? Ben, inévitablement, c'est pas tout le monde qui fait le métier. Nous, de l'école de théâtre, on est sortis 9, et puis il y en a peut-être 3 qui en vivent de ça. Donc, c'est clair qu'il y a comme une élimination normale, il y a aussi une grosse insécurité, parce que ceux qui sont pas capables de dealer avec l'insécurité peuvent pas faire ce métier-là. Parce qu'on ne sait jamais demain matin qu'est-ce qu'on va avoir. Mais tu es à la merci de la vente à l'extérieur. Je veux dire, de savoir si le projet se renouvelle. Oui,
inévitablement, les projets ont toujours une fin. Des fois, ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis là, ça fait 19 ans. Moi, ça fait 19 ans. Écoute, je suis permis, vraiment, je suis un privilégié. On va en parler plus tard de ça, de l'aspect chance. Ah, mais je suis un privilégié, c'est clair. Ce qui nous amène à ta première véritable chance en 1985, qui t'a été donnée par un certain Marcel Béliveau. Pour certains, le regretté Marcel Béliveau, à surprise, surprise. Pour certains, c'est le père des gags, des coups pendables. Comment ça s'est passé, tout ça? En fait, moi, là, je voulais pas faire de caméra cachée. Je voulais pas faire ça. Tu sais, j'avais vu, mettons, Tex Le Corps, l'insolence de téléphone. J'avais vu à l'instant K, ces insolences d'une caméra à la télévision. Je trouvais ça le fun, mais c'est pas ça que je voulais faire, moi. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Puis Marcel, je le connaissais pas, moi, je ne savais pas qui c'était du tout. Et puis, écoute, c'est une anecdote, me dire par là que il est venu voir une pièce de théâtre dans laquelle je jouais. Ouais. Et pour voir la fille avec qui je jouais. Et puis 3 jours plus tard, il m'a appelé pour jouer dans un gag. J'ai dit, ben, why not? Parce qu'il a dit, Denis, une seule affaire, c'est qu'il faut que tu te montes les fesses. Moi, j'ai dit, bon, les fesses, ça me dérange pas, tout le monde en a. Bon. Ça me dérange pas de montrer. J'ai commencé ma carrière comme ça. Donc, c'était mon premier gag avec Georges Wellen, où on était des gentlemen en collant, mais avec les fesses. Ouais. C'était très drôle, mais c'était mon premier. Donc, tu sais, et là, j'ai continué parce que Marcel, il m'aimait beaucoup, tout ça. Donc, puis écoute, il m'a emmené à Paris. Lui, il croyait en toi. Oui. Écoute, je voulais pas faire ça, mais j'avais ça dans le moi. Toi, c'était le cinéma au début. J'avais ça dans le moi. Hein? Toi, c'était le cinéma au début que tu avais en tête. Ben moi, je voulais devenir un grand comédien, un acteur de cinéma, un acteur de scène. C'est ça dont je rêvais. Ouais. Mais j'appelle ça un karma. OK. Quand j'avais 7 ans, mon voisin que j'ai rencontré il y a une couple d'années, il me dit, Denis, ça me surprend pas que tu fasses ce genre d'émission-là. J'ai dit, mais comment ça, je suis le premier surpris à faire ça? Il dit, non. Il dit, quand tu avais 7 ans, il dit, moi, lui, il demeurait au 2e. Moi, je demeurais au 1er, puis il était plus vieux que moi, il avait pas l'âge de mes parents, puis il me disait, non, je te regardais aller quand tu étais jeune. Tu allais cacher les bicyclettes à ton frère. Ben, c'est ce que je venais te demander. Est-ce que tu faisais des coups pendables étant jeune? Mais c'était dans toi. Je le savais même pas. Mais c'était en moi parce que je cachais son bicycle, j'allais me cacher en dessous de la galerie, puis je le regardais chercher. Il dit, t'étais un petit vlimeux. Un petit Moses. Mais moi, je me voyais pas comme ça, tu comprends? Donc, c'était comme... Mais j'avais ça dans le moi. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si j'ai rencontré Marcel, puis que ça a cliqué, c'est parce que... C'était dû. Parce que je devais faire ça. C'était préétabli. Oui, puis ça m'a pris du temps avant de l'accepter. Mais même après, j'ai fait 5 ans de surprise. Même à ça, après, je suis allé voir Marcel et j'ai dit, je ne veux plus faire ça. Ouais. Je ne veux plus faire de caméra cachée. C'est fini, c'est terminé. Moi, je veux continuer ma carrière, je veux faire des auditions, etc. Je veux aller dans le cinéma, des téléséries. Ça marchait pas. Et puis, un réalisateur avec qui il travaillait, pour ce que j'avais travaillé avec lui, à surprise, il m'appelle et il me dit, Denis, il y a une nouvelle émission qui s'appelle Les Gangs Juste pour rire. Ça fait 2 ans qu'on a commencé. Tu serais bon là-dedans. Non, rien savoir de ça. Je ne veux rien savoir de ça. Mais finalement, ok, j'en ai fait un. Puis écoute, ça fait 19 ans que je suis là-dedans. Je vais te poser une question tout à fait bizarre. Moi. Je ne sais pas si on te l'a déjà posée. Quand tu es arrivé tantôt, je veux dire, je te connais pas depuis longtemps, la première chose qu'on constate, tu as un visage sympathique. Est-ce que tu penses que ça t'a ouvert des portes en comédie? T'as pas l'air d'un gars autoritaire ou je suis un comique, qui se donne des airs, non, mais c'est un comique. Mais on voit que rire pour toi, je veux dire, c'est pas forcé. Non, mais c'est pour ça que je dis c'est mon don, c'est ce que j'ai à l'intérieur, je suis pas un dramatique. Ouais. À l'école de théâtre, on me donnait tous des rôles comiques. Quand j'arrivais dans le dramatique, ça foirait. Ça marchait pas. J'ai pas ça. J'ai un côté léger, j'ai un côté très... Toi, faire semblant de pleurer, ça serait pas ton dada. La misère un peu avec ça. Ce qui nous amène au crémage sur le gâteau, 2002, je crois. Bon. Tes débuts à Just for Laughs, oui. Les gags pendables que vous faites. On parle de pure chance, de pur destin, de toute façon depuis tantôt. Je pense qu'encore là, c'est une autre occasion qui t'est présentée à toi par le destin. Comment ça s'est fait?
Ben, et ce réalisateur-là qui m'a appelé puis qui m'a dit viens faire des gags juste pour rire, ben je suis allé un peu comme ça, puis je me disais bon, je vais faire ça en attendant. Donc j'en ai fait pendant 3 ans, et puis le curieux c'est que pendant ces 3 ans-là, j'en ai fait 10 à peu près par été. Là j'en fais beaucoup plus, mais j'en ai fait 10 parce qu'il y avait 5 personnes devant de moi, donc... T'en as fait combien cet été? J'en fais à peu près, là cet été c'est exceptionnel, j'en ai fait à peu près 70, quelque chose comme ça, mais habituellement j'en fais une centaine quand l'année est complète. Ouais. Et puis, mais c'est pas grave, moi j'ai dit, ok, ça me dérange pas d'en faire 10 par année, moi je vais pas faire ça. Je me cherchais d'autres choses. Et là, un miracle, je sais pas, les 5 personnes qui étaient avant moi sont toutes parties un après l'autre, 2 nouveaux réalisateurs sont arrivés, je suis devenu leur comédien fétiche, ils ont écrit des gags pour moi, donc au lieu de 10, j'étais rendu, j'en faisais 140 par été. Wow. Donc ça a été, au bout de cette 4e année-là, ça a été une explosion complète. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé que j'avais tout pour faire ça. Diffusé dans 144 pays. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'être vu dans autant de pays. Je pense que tu avais... Ben, attends, il y a quelqu'un sur Facebook qui a écrit un moment donné. Oui, oui. Il a dit, après Georges Saint-Pierre et Céline Dion, oui. Denis Levasseur, c'est le gars le plus connu à travers le monde. Après ces deux-là, évidemment. Parce que les gens, moi je reçois des emails de partout dans le monde, là. Ouais. De Russie, d'Asie, d'Amérique du Sud, partout. Le monde m'écrit pour me dire que je les fais rire, etc. Donc c'est incroyable l'impact que ça a. C'est le fun, ça. Oui. Ta véritable paye, selon moi, tu as beaucoup d'influence positive sur la vie des gens. Tu as eu des témoignages de gens qui font des dépressions, qui pensent au suicide, qui ont des maladies telles que le cancer. Ouais. Et toi, tu aides à les garder dans la bonne voie, à les guérir même probablement. Je crois que ça, c'est ta véritable paye, n'est-ce pas? C'est sûr. Un jour, j'étais en train de faire un gag dans la rue et puis il y a une femme qui s'est approchée de moi. Elle me dit, tu fais partie de la guérison de mon cancer. Elle dit, j'avais le cancer, c'est incroyable. Elle dit, j'étais sur un étage, j'ai écouté les gags, tout l'étage m'entendait rire. Puis ça m'a aidé à oublier. Puis elle dit, tu fais partie de ma guérison. Puis elle m'a serré dans ses bras. Et ça a été vraiment, je me suis dit, OK, on va jusque-là. C'est-à-dire que non seulement je fais rire les gens, mais ça a une raison sociale. C'est que je fais oublier. Écoute, puis il y a quelqu'un en Syrie, on ne veut pas dire que ça va bien en Syrie, il me dit, malgré les temps... En Syrie. En Syrie. Que j'avais compris en Syrie. Non, en Syrie. Le pays, la Syrie. Ouais. Fait que le gars, il m'écrit, il me dit, malgré les tortures, malgré l'injustice, les guerres, tu sais, le gars qui me fait oublier tout ça. C'est quelque chose. Hein? Là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Puis aussi, je reçois des emails, pas juste un, mais quelques-uns disant que ils étaient sur le bord de la dépression, puis pas loin du suicide. Et puis, ils ont découvert les gags et ça a changé carrément leur attitude. Écoute, ça, c'est merveilleux, là. Si moi, je réussis à faire ça en m'amusant, puis là, que je vais toucher les gens, c'est parfait. Parlant de travailler en s'amusant, c'est un thème que nous avons abordé, toi et moi, en pré-entrevue. Tu sembles être ennemi d'une passion qui ne s'effrite pas. Tu as connu un tel succès international que tu n'aurais jamais pensé. Mais aimer ce que tu fais et de sentir qu'on est à la bonne place, pour toi, je pense que c'est un des thèmes de ta vie. C'est ça que tu me disais. Oui, parce que je te disais au début, j'ai refusé. Moi, je voulais pas faire ça. C'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Mais c'est ça que je devais faire. Et puis tu crois au destin prédestiné? C'est parce que quand j'analyse ma vie à moi, c'est ça. Parce que je voulais pas faire ça, mais puis moi, Béliveau, je le connaissais pas. C'est pas un hasard qui est venu. Écoute, je vais te raconter tout ça, là, comme quoi c'est pas un hasard. C'est que l'ami de Marcel Béliveau, un nommé Chamard, cherche une maison à Boucherville. OK? Il tombe sur une agente d'immeuble qui se trouve être la mère de la fille avec qui je joue au théâtre à ce moment-là. Wow. C'est une pièce à 2 personnages qui s'appelle Et que mon chum est plate. C'est un rôle de composition c'était pas loin. Puis, OK, on fait la pièce et là, elle me dit, lui, puis Chamard, il dit, écoute, moi, mon chum, Marcel Béliveau, est en train de monter une émission qui va s'appeler Surprise, Surprise, tout ça. Fait qu'elle, l'agente d'immeuble, elle dit, mais ma fille, elle vient de sortir de l'École nationale. Elle dit, elle joue présentement à tel théâtre, tu sais. Il dit, ah oui, mais il dit, est-ce que vous cherchez des comédiennes? Ben oui, on cherche des comédiennes.
Alors, le chamard vient nous voir jouer au théâtre. Il est complètement en amour avec la fille. Il vient 2 fois, 3 fois. Il achale Marcel. Il faut que tu viennes voir la fille. Elle va être bonne, elle va être parfaite pour ton émission. Marcel vient voir la pièce. C'est moi qui appelle 3 jours plus tard pour jouer dans un de ses sketchs. Et la fille n'a jamais joué dans Surprise. Elle n'a jamais fait le métier. Alors, tu comprends-tu qu'il y a des liens, il y a des causes à effet, c'est incroyable. Mais oui, mais c'est ça que je veux dire par là, il n'y a pas de hasard. C'est ça que je devais faire. Même si je niais ça, ça se peut pas. Donc, si on parle de ce qui se passe présentement, tu es célibataire? Oui. Avis-vous intéressés, il cherche l'âme sœur. Je pense que tu n'es pas un gars plate. Je sais pas. Là, j'avais une question. Est-ce que tu étais tannant étant jeune? Je constate que oui. Toi, le but dans la vie, c'est de faire rire. Mais présentement, ce que tu fais, je crois que tu es à l'écriture d'une conférence. Oui. Et tu as encore des ambitions de cinéma. Oui. Qu'est-ce que tu nous dirais à ce niveau-là? Ben, moi, je fais confiance au destin. Oui. Ça va finir par arriver. Écoute, je ne sais pas. Ça dépend du destin. Non, mais je voudrais faire ça. Mais si jamais... Ben, demandez, vous recevrez, ça fonctionne. Oui, non, mais je fais beaucoup de visualisation. Je me dis, ça va arriver un jour, mais écoute... Mais ça serait l'apothéose, avoir un film comique. Pour moi, ça serait la la crème de ma carrière, mettons. C'est de faire un film comique. Ça va arriver. Je fais confiance au destin. Parce que jusqu'à maintenant... Tu promets une entrevue. Oui, je te promets une entrevue. Mais tu sais, jusqu'à maintenant... Oui. Le destin a été formidable pour moi, là. Il a été bon, parce que je suis quelqu'un de privilégié. C'est ça. Il n'y a pas personne dans le monde artistique qui a été 19 ans dans une même émission. Les émissions, ça dure 2, 3 ans. Plus tout ce que tu as fait avant aussi, là. Ah ben oui. Je veux dire, mais c'est ça que je veux dire. Avec l'homme bien garni, ben oui. Non, le destin est bon pour moi. As-tu ressenti une grande fatigue dernièrement avec un calendrier si compressé dû à la COVID? Ben oui, c'est sûr que... Parce que tu as l'air en forme aujourd'hui. La semaine dernière, on s'est parlé. Je pense que tu avais le taquet bas un peu. Ben en général, quand je finis la saison, là, quand on a une saison complète, j'en ai pour 3 semaines, un mois à Et c'est là que tu pars en vacances? Ordinairement, oui, mais là, on peut pas. Mais de toute façon, je prends ça relax, là. Mais on peut pas voyager. Ah, c'est ça. Me rappelle plus ta question. Me rappelle ta question. 14 jours, ben je veux dire, tu étais fatigué avec un calendrier compressé. Oui, mais tu sais, ça m'a pris une semaine, tu sais, avant de reprendre le rythme relax, là. Ouais. Moi, je suis bien, là. Ma question suivante, c'est pour ta conférence. Ce serait sur quel sujet? Ben, exactement ce que je viens de te dire. Je parle du destin, de la façon que je suis embarqué là-dedans. Donc, c'est pas nécessairement ta carrière ou comment je pourrais dire, le métier de comédien. Tu vas avoir une grosse partie qui va parler du destin et du hasard qui n'existe pas. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que pour essayer de booster les gens. Mais en fait, mon but, c'est pas de booster les gens, c'est de leur dire que... Persévère et tout est possible. En fait, ça se résume en une phrase, c'est il faut être prêt à laisser tomber il faut être prêt à laisser tomber ce qu'on a rêvé pour vivre la vie qui nous est destinée. Donc, ça veut dire que moi, j'ai eu mes rêves, c'est pas ça que je voulais faire vraiment, mais ma destinée, c'était de faire ça. Qui finalement est aussi bonne. Mais meilleure. Parce que c'est ce que j'ai... C'est mes forces. Donc, si je passais à côté de ça, j'aurais pas été pleinement dans mon cœur, dans mon centre. Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais dans le ventre, finalement. Écoute, et ça, je raconte ça, puis il y a plein d'anecdotes, quand je suis allé à Paris avec Marcel, quand on piégeait des personnalités de Depardieu, etc. Je raconte tout ça, toutes ces anecdotes-là, avec les gags, et puis écoute, je l'ai fait une fois ma conférence, là, juste pour avoir une petite idée de ce que ça donnerait, et puis elle a duré 1 heure, mais les questions après ont duré 45 minutes. Parce que les gens ont des questions... Mais il y a de la viande après là. J'ai déjà eu une claque à la gueule. Avec tout le vécu que tu as, c'est sûr que... C'est ça, je veux dire. Tu sais, fait que, oui, mais ça tourne alentour de ça. Ça tourne alentour de toute ma vie, comment ça s'est arrivé. Et ça pourrait avoir une grande influence sur des gens qui se posent des questions. Oui, écoute, je le raconte des fois à des gens. J'allais porter mon auto chez le concessionnaire, puis pendant qu'il réparait ma voiture, j'étais avec le gars qui m'a vendu, qui est un ami.
Et puis, je raconte ma conférence. Le gars, il me regarde, tu sais. Puis il me dit, wow, il dit ça me dit quelque chose. Il dit, moi, toute ma vie, je voulais pas être vendeur. Le char. Je voulais. Puis il dit, à chaque fois que je revenais là-dedans, je nageais comme un poisson dans l'eau. C'est quelque chose de naturel. Si tu étais à la bonne place, ça va être formidable. Tu peux pas manquer ton coup. Mais je te comprends parce que la chaise que je fais présentement, je veux dire, pour tout l'or du monde, je la laisserai pas. Bon, ben la mienne non plus. C'est pas l'argent, tu sais. Mais on cherche toujours dans la vie, puis etc. Avant de trouver sa voie. Exactement. Et moi, non, je veux pas booster les gens. Je fais pas une conférence pour booster les gens. Ouais. Je fais une conférence pour regarder ce que moi, qui m'est arrivé dans ma vie. Donc, il faut avoir confiance. Il faut espérer. Puis si vous êtes exactement dans votre don, vous ne pouvez pas passer à côté. Nous allons prendre une pause, mon cher Denis. Je vous rappelle que vous êtes à l'antenne de Bâton Rouge Live. C'est le fameux restaurant de Lachenay qui... La salle de dîner est fermée présentement, comme vous le savez, mais il y a toujours le service de livraison au 450-581-1888 et, en bon français, le take-out, les commandes pour emporter. C'est un restaurant de choix. N'oubliez pas, il n'y a pas que la viande rouge. Le menu est complet. C'est situé au 1400 rue Yves Blais, à Terrebonne. C'est le secteur de Lachenay. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. La solution, Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse. N'oubliez pas, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. C'est un service personnalisé qui vous attend. Le numéro de téléphone pour la solution Rive-Nord Extermination, c'est le 450-582-6706. Maintenant, mon cher Denis, on va revenir à nos moutons. Je constate que tu es rempli de gratitude, reconnaissant envers la vie. C'est un milieu difficile dans lequel tu œuvres. Il y a peu d'ouverture et même avec tout le talent du monde, parfois, comme on dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tu es chanceux, tu en es conscient. C'est la persévérance aussi qui amène les gens à rester dans ces milieux-là ou à percer. Mais quel conseil tu donnerais aux jeunes comédiens qui sont peut-être un petit peu découragés, mais ils le sentent, ils le veulent, puis là, c'est sûr que c'est doublé avec la COVID. Quel conseil tu donnes à ces gens-là? Ben, de continuer, de persévérer, parce que la principale qualité pour quelqu'un qui est dans le milieu, c'est la persévérance. De jamais lâcher. Il y a des bouts qui sont durs. Ouais. Il y a des téléphones qui sonnent pas. Tu vas passer l'audition, ça fonctionne pas, mais il faut jamais lâcher. On continue. Puis si on est dedans pour faire ça, il va arriver quelque chose. C'est d'y croire. Moi, j'ai toujours cru, dès que je suis sorti de l'école de théâtre... Pas juste par ton talent, par cette flamme qui t'habite. C'est une passion. C'est ça. Moi, j'ai une passion, mais j'ai une persévérance. J'ai jamais lâché. Oui. Parce que... Mais il y en a qui ont beaucoup lâché, là, mais tu sais, si tu as cette passion-là, persévère. Persévère parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Est-ce que tu penses, parce qu'en quelque part, c'est un métier qui est incertain, malgré le succès, le renouvellement à chaque année ou à peu près de la série, je veux dire, tu es à la merci de ceux qui achètent la série. Est-ce que ça, en quelque part, de rester sur le qui-vive, ça fait qu'un comédien va être encore meilleur que de s'asseoir sur ses lauriers avec un contrat de 15 ans? Tu veux dire, le fait que ce soit un métier incertain, est-ce que ça garde game shape, comme on dirait dans le monde du sport? Ben oui, parce que pendant que, mettons, que tu travailles pas, tu fais des recherches, c'est ça. Tu vas passer des auditions, etc. Tu sais, c'est constant, là. Si tu étais un fonctionnaire avec un job sûr, tu serais peut-être moins bon comédien. Ah ben oui! Hein? C'est sûr que on est toujours on the edge, tout le temps. Parce que il y a cette insécurité-là qui est toujours là, puis peut-être que c'est ça qui est l'essence même du comédien, de la comédienne. C'est ça. Ouais. Question suivante, mon cher ami. Le cerveau fonctionne beaucoup par conditionnement. As-tu développé le réflexe de jouer des mauvais tours avec Just for Laughs encore plus que ce que tu faisais avant? C'est drôle parce que je joue tellement de tours, en fait. À l'écran? Oui, mais dans ma vie, moi, je joue jamais de tours. Non? Ah non, j'aurais pensé que oui. Non, je joue pas de tours à mes amis, etc. Non, puis on dirait que je pense pas à ça. Peut-être parce que j'en fais beaucoup. Et puis, c'est comme si, mettons, je veux pas faire juste ça. Ouais. Mais je suis pas connu comme quelqu'un... Écoute, tu sais, il y a du monde, mettons, à l'épicerie qui vient de me voir. Puis ils me disent « Hey, tu devrais engager mon beau-frère dans un gag, il est bon en tabarnak, à Noël, drôle. À Noël, dans le cave, il fait rire tout le monde, tout ça. » Écoute, tu installes le gars dans la rue,
tu y mets c'est pas la même chose. écouteur, il faut qu'il performe, etc. Non, le gars, c'est quoi? Il y a un moment donné, j'étais en train de faire un gag, il y a un camion de pompiers qui s'arrête. Il y a un gars de près d'une vingtaine d'années qui débarque. Il vient me voir. Il dit, enfin, c'est toi que je veux voir. Parce que c'est ça que je veux faire. Je veux faire comme toi. Moi, je vais jouer des tours. Moi, dans la caserne, là, c'est moi le joueur de tour. Je mets du poil à gratter partout dans les souliers, dans les caleçons, etc. Puis il dit, ouais, les gars en arrière. Ouais, c'est vrai, il est drôle dans tabarnak. Bon. Fait que là, il insistait tellement que j'ai donné mon email. Il m'a écrit pendant une semaine pour dire que c'est pas pompier qui veut faire d'envie, lui, c'est comédien, joueur de tour. Joueur de tour. Écoute, il a tellement insisté qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, viens un après-midi. On va voir ce qu'on peut faire. Ben, on ne sait pas des fois. Je dis peut-être que le gars, il y a tellement de will que peut-être que oui, on va lui donner sa chance. Un chevreuil qui voit des phares dans le milieu de la rue la nuit. Il a gelé, je l'ai jamais. Ça a duré 15 minutes. On lui a fait faire une affaire. J'ai plus jamais entendu parler de lui. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, qui critiquent. Quand le piton est à on, ça ne pardonne pas. Puis surtout, si tu n'as pas d'expérience, mais il y a des gens qui l'ont, qui sont effrontés, ou qui ont la verbatim, qui ont le verbe facile. Mais c'est pas donné à tout le monde. Puis même avec l'expérience, parfois, ça ne vient pas. Ben, c'est ce que je te dis. Je te dis que, tu sais, le beau-frère qui fait rire tout le monde puis qui joue des tours, ou le pompier qui il est avec sa famille dans le sous-sol. Je dis par là, il y a un côté professionnel. Moi, j'ai développé avec ce que j'avais. J'avais ça, mais j'avais d'autres choses. Je suis comédien, je suis un comique. Tout ça mis ensemble a fait que ce que je suis capable de donner là, c'est parce que j'avais tout ça. Tu sais, c'est pas juste joueur de tour. Donc, c'est pour ça que ça, j'en ai fait une profession. Et dans ma vie, oui, c'est sûr que, tu sais, ça se peut que je joue un tour. Mais moi, j'aime rire aussi, là. Tu sais, je suis léger, j'aime ça, jouer des... Combien tu pèses? Hein? Combien tu pèses? Tu dis que t'es léger. Ah, je suis très léger, je suis très léger. Mon cher Denis, imaginer des mauvais plans, c'est une inspiration, c'est sûr, ceux qui écrivent. Peut-être que ceux qui pensent avoir, devraient peut-être écrire des scénarios. Justement, je pense à ton gars, ton pompier. Mais est-ce que c'est une inspiration soudaine et jusqu'à quel point tu participes à l'élaboration des scénarios? Quand c'est le temps de faire ça, ou tu fais juste faire ce qu'on dit de faire? Oui, moi je suis un comédien dans le sens que j'arrive, des fois, il m'envoie des scénarios la veille et je les lis pas. J'ai tellement d'expérience que j'arrive le matin. Bon, qu'est-ce que je fais? Tu fais une police, Denis. Explique-moi ton gag. Ben, c'est ça. Mais tu modifies parfois encore en cours de route. C'est sûr que moi, ma contribution, elle n'est pas dans l'écriture. Ma contribution est, écoute, l'autre jour, je fais un aveugle qui a un kiosque et j'ai des cactus. Et puis là, ben, la personne a dit, je veux tel cactus. Fait que là, aïe, tu sais. Puis là, jusqu'à temps que j'en ai un dans le cul, tu sais. Bon, ça c'est super drôle, mais puis pendant qu'on faisait une pause, j'ai commencé à niaiser. Je faisais un aveugle, puis tu sais, mon réalisateur, il me dit, t'es pas drôle, je te mets dehors. Ouais, tu me mets dehors, puis là, je me suis retourné de bord, je suis rentré dans le mur. Là, il a dit, ben, on va le faire, cette gag-là. Alors, à un moment donné, j'étais un aveugle qui versait du café dans un kiosque, puis je le versais à côté. Fait que le boss, il me dit, t'es dehors. Ça, c'est bon, ça. Puis là, j'ai dit, OK, c'est correct, je rentre son tablier, je me retourne de bord, je rentre dans le mur solide, tu sais. Écoute, mais tu comprends-tu que ma contribution, c'est, des fois, le réalisateur, il dit, ah, ça, c'est une bonne, ah oui, Denis, oui, fais ça. Oui. Ça, c'était écœurant, tu sais. En fait, ça va au-delà de ce qu'il a écrit. Puis aussi, quand il écrit un gag, c'est sûr que j'ai des gags qui est précis, là. En fait, c'est Denis qui peut faire ça. Donc, là, j'arrive sur le plateau, oui, parfait, je fais ça. Puis là, écoute, c'est de l'improvisation aussi, là. On n'a pas de texte, on n'a pas rien, là. Je dis par là, quand moi, je ne sais pas ce que l'autre va me dire, là, quand j'arrête d'acheter un policier puis j'arrête quelqu'un, je ne sais pas, moi, comment il va réagir. Monsieur, vous alliez 50 dans une zone de 30. Ah, voyons donc, si j'ai jamais fait ça, mais écoutez, j'ai monsieur, on s'est pogné au radar. Où ça? Ben, j'ai dit, vous étiez où? Quelle rue? Ben, il dit, la rue là-bas. Ben, c'est là qu'est le radar, monsieur. Tu sais, écoute, je joue avec ça. On n'a pas le choix de jouer avec ça. Mais tu sais, bon, c'est sûr qu'il faut arriver au Plus tu en fais, plus tu es à l'aise. Écoute, moi, c'est ça, je te dis. Ah oui, je fais un policier le matin, parfait. L'après-midi, je fais un curé.
C'est un métier, en tout cas, les gars, juste pour rire, m'ont donné des médailles parce que le matin, je fais un policier, l'après-midi, je fais un curé. Il n'y a pas rien dans le métier qui arrive à ça, tu comprends? On va tomber dans les questions plus brèves dans leurs réponses, ou ce que j'appelle les questions rafales. Y a-t-il un gag insolite qui a fonctionné, avec lequel tu étais vraiment sceptique avant de le faire? Un qui te passe par la tête, t'as dit ça, j'étais sûr que ça marcherait pas, ou c'était trop élevé, puis finalement ça a fonctionné. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Donne-moi-en un qui te passe par la tête qui était vraiment bien réussi. Mettons, je suis un policier, je demande à la personne, tu sais, en fait, c'est quelqu'un qui demande de stationner son auto. C'est une femme, elle dit, vous stationner mon auto? Et puis, moi, j'arrive en policier, puis je ne veux pas stationner là. Parce que on avait mis une pancarte d'handicapé. Okay. Fait que, je dis, là, vous n'avez pas le droit de se pas handicapé. Puis là, je vois les béquilles en arrière. Je m'excuse. J'ouvre la porte, je donne les béquilles. Puis là, la personne, elle me regarde. Puis elle se demande, est-ce qu'elle va le faire? Puis elle prend les béquilles, puis elle s'en va elle boite avec les béquilles. Tu sais, je veux dire, par là, tu dis, voyons, il n'y a pas personne qui va, mettons, aller jusqu'au bout de ça. Ben, oui. Ça arrive souvent, j'ai cet exemple-là, mais ça m'arrive au moins le tiers du temps où je fais, oh, ce réalisateur, il ne fumait du bon. Mais j'en ai une bonne pour toi, à peu près dans le même optique. Ça t'es-tu déjà arrivé que devant un scénario, tu te sois dit, c'est trop élevé, ça n'a pas d'allure, même presque sur le bord de refuser de faire ça, tu as dit, ben non, on peut faire mal à quelqu'un ou on peut peut-être le blesser psychologiquement. C'est-tu arrivé, tu as dit, ben non, là non, parce on dépasse la ligne. Là. Ouais, mais on n'arrive jamais, mettons, à... C'est clair que des fois, on fait un gag, puis des fois, la personne n'est pas dans un bon état pour recevoir le gag, là. Ça arrive, mais quand on voit ça, nous, on a assez d'expérience pour dire, on arrête. On voulait vous pogner au gars juste pour rire, mais ça marche pas, tu comprends? Nous, on n'est pas comme, mettons, les vieux, là, qui jouent ou qui disent des vulgarités, ou bon, etc. On veut pas faire fâcher les gens. Non, c'est ça. Aussitôt que les gens, on voit qu'ils sont mal à l'aise ou ils se fâchent, jamais tu vas voir ça dans un gag. Ouais. Tu vas voir des gens qui sont flabbergastés, qui sont dans un Twilight Zone. C'est là où on veut les amener. Mais une de mes questions, as-tu eu des cas où des gens avec un taux de susceptibilité très élevé, qui va jusqu'à des poursuites, où quelqu'un devient très agressif et ça tourne mal? Est-ce que c'est arrivé, ça? Oui, ça arrive... Assez fréquemment? Oui, assez fréquemment. Mais comme je te dis, on arrête, puis on essaie de calmer la personne. Ça va pas plus loin, là? Non. Ça tourne pas à la bagarre? Non, parce que... Non, jamais. Parce qu'on a vraiment un bon personnel aussi qui prend soin des personnes qui sont pas dans un bon état pour différentes raisons, tu sais, mais je veux dire, par là, on s'obstine pas, là, jamais on s'excuse, même de leur avoir fait ça, on ne savait pas l'état dans lequel ils étaient, tu sais, mais on veut pas faire fâcher les gens, c'est pas notre but, on veut les surprendre, on veut les flabbergaster, c'est ça notre but. Tu veux apporter quelque chose de joyeux. Tu me dis, mais ça c'est par rapport aux gens, mais à moi, j'ai fait un gag, ça fait très longtemps, ça fait au moins 15-16 ans que j'ai fait ça. Il arrive un auto au dépanneur, dans un dépanneur, moi je suis bien en peintre. Et là, la personne avant de rentrer, je dis, excusez-moi monsieur, je suis en train de peinturer là, puis je sais pas, il y a 3 tons de jaune, je suis pas sûr. Laquelle que vous trouvez, vous, il me regarde, déjà, je suis weird. Là, il dit, ben, ce jaune-là, mais il rentre dans le dépanneur. Et moi, je commence à peinturer son char de ce jaune-là. Ah, ça. OK, mais c'est de la gouache, mais lui, il le sait pas. Aïe, aïe. Et quand il sortait du dépanneur, j'ai jamais été menacé comme ça. Il y en a un qui a couru après moi. Si, mettons, il me rattrapait, c'est clair que j'en mangeais toute une, parce que le gars, les fils s'étaient touchés. Tu touches pas au char d'un gars. Eh oui. Jamais. Donc c'est ça. Fait que oui, mais là, à partir de là, j'ai dit, moi, je me donne le droit de refuser quelque chose où ce que je pense que je vais être menacé. Tu comprends? Mais de toute façon, on n'en fait plus de ça. Au début, on en a fait, mais après ça, ça s'est perfectionné, ça s'est amélioré, ça s'est peaufiné. Puis, c'est pour ça. On veut faire rire le monde. On veut pas les faire fâcher. Denis, après tant d'années
beaucoup d'expérience, un nombre incalculable de gags. As-tu encore une certaine adrénaline, comme un joueur de hockey avant un match important, disons, avant d'entrer en ondes? Ben, on a tout le temps cette adrénaline parce qu'il faut que ça te pousse plus on loin. marche sur un fil, parce Ouais. que comme je dis, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ben, ça t'arrive-tu, une adrénaline peut-être trop forte, dire, ah ben, on se reprend. Non, plus là. Ça Au début. ça m'est arrivé quand je faisais surprise. Oui. Parce que surprise, il y a une personne qu'on pognait. Le gag valait 50 000 $. Si, mettons, moi, Ouais. j'y arrive pas, c'est 50 000 $. Donc, il y avait une grosse pression, là. Il y avait une grosse Ouais, avec adrénaline. Marcel Béliveau aussi, qui est quand même peut-être exigeant. Non, c'était pas ça. C'était l'émission qui était Ouais. comme ça parce que on peut pas manquer notre coup. On pouvait pas manquer notre coup. Donc, mais on avait toute la responsabilité parce que quand la personne elle arrivait, moi écoute, j'entends encore, attention, il arrive. Tout le monde va se cacher. Et moi, je voyais arriver la victime, puis je me disais, d'abord, ça devait être à 225 mes battements, tellement que j'étais sur le gros nerf. Puis je me disais toujours, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça parce que ça faisait mal. Ben oui. Parce que si on manquait notre coup, on était dans la marde, tu comprends? Parce que tandis que là, s'il y en a une qui marche pas, madame, venez donc ici. Ah, ok, là, je te reconnais. Parfait. Ah, monsieur, venez donc ici, s'il vous plaît, une petite minute. Il y a toujours quelqu'un qui est pas là, whatever. Tu sais, il y a pas cette pression-là que j'ai jamais revécu ce que j'ai vécu dans la surprise. Manifestement, tu vas jamais travailler à reculons, mais dernièrement, avec un calendrier tel que tu as travaillé vraiment beaucoup, est-ce que la fatigue peut parfois affecter le travail? Non, pas vraiment, parce que c'est comme si c'était un automatisme. On rentre dans un automatisme. C'est fatigué ou pas, quand on embarque dans quelque chose, dans un rôle, puis qu'on embarque dans un gag, la fatigue, on la ressent pas. On est dedans. Peut-être qu'après, quand j'arrive chez nous, je vais ressentir la fatigue, mais sur le coup, non. Dans la journée, non. Réponse en un mot ou un nom. Qui a la plus grande influence sur ta vie ou qui a eu la plus grande influence sur ta vie professionnelle et personnelle? Donc, 2 réponses, peut-être. Ben, il y en a un, c'est Peter Sellers, la Panthère Rose qui... Ah, donc lui, c'est ton modèle? Ben oui. Parce que la question suivante, c'était ça, ton modèle comique? Je voudrais faire un film comique. Ah oui? Écoute, la Panthère je vais pas le Rose faire comme lui. québécoise. Hein? La Panthère Rose québécoise. Ben, je ne sais pas, mais c'est un mélange. Moi, j'ai un mélange de Peter Sellers, de Mr. Bean. Ben oui, dis-moi puis... 2-3 noms que tu aimes là, présentement. Là. Pas seulement ceux qui sont du passé, mais que tu aimes bien. Là. Tu dis, ça peut être des stand-up américains, mais quelqu'un te dit comme, disons, Seinfeld, est-ce que tu écoutais ça? Oui, j'écoutais ça. Oui. Donc, tu aimais Kramer? Ben, c'est exactement le genre de comédie c'est mon comique. Je me voyais faire ça. Ah, c'est fou. Je me voyais faire ça parce que j'ai aussi ce côté, lui, c'est un nerveux. Juste échapper un livre de la façon qu'il le faisait. C'est ça. J'ai un peu ça. J'ai un peu aussi de Louis de Funès parce que j'ai un côté nerveux. Qui fait que je peux faire des gaffes facilement. Mais moi, Peter Sellers, je peux dire que c'est mon idole. Pas en tant que personne humaine, parce que j'ai vu son film sur lui et c'était... Il y a eu du fun. C'était pas c'était pas un gentil. Il était pas gentil. Moi, par contre, je me fais toujours un devoir d'être gentil avec les gens, de respecter les gens. Ben oui. Un gag qui t'a marqué à vie, qui te passe par la tête, là, parce qu'il y en a plus qu'un. Un gag, tu dis celui-là, je l'oublierai jamais, soit parce que c'était tellement drôle, parce que ça a été compliqué à faire, ou tu n'y croyais pas. Mais y a-tu un gag là, qui ressort des autres? Tu dis ça, quand je vais mourir, je vais encore m'en rappeler. Ben, ce gag-là m'a mis sur la map. Avec surprise. Ce gag-là, c'est le gag de Serge Laprade, où il venait juste, lui, Serge Laprade, à l'époque, il vendait des livres. C'est-à-dire qu'il faisait une émission de radio, et il venait d'écrire un livre qui s'appelait Moment entendre. Et ses patrons ont dit, tu vas aller faire ton émission dans un centre d'achat, puis en même temps, cette journée-là, ton livre sort en librairie, tu pourras en parler, etc. Et là, il voit arriver Serge Turgeon, l'ancien président de l'UDA, qui est décédé, je crois. Oui, il est décédé. Il arrive sur les planches, il y a des caméras. Fait que là, il dit, Serge, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais il dit, toi, tu fais beaucoup de téléthon pour ramasser des fonds.
Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un télé-radioton sur ton livre. C'est-à-dire que ton livre sort maintenant, il est 10 heures. Et puis, on a des points de chute un peu partout. On va aller à Québec. Et là, nous, on avait enregistré ça avant. C'était pré-enregistré. Fait que moi, mon réalisateur, Pierre Paquin, un grand chum avec qui j'ai travaillé beaucoup sur Surprise, il me dit « Hey Denis, on va aller faire un petit topo là, de 3 interventions. Tu vas vendre le livre, tu vas être en librairie, tu sais. » Fait qu'on était dans une librairie, puis on avait des figurants en arrière, tu sais. Puis moi, j'étais là, puis je faisais un gars du Lac-Saint-Jean. « Hey, oui, Serre, les livres, ici, ça se voit que les petits péchos. Momentan, le livre que moi, j'ai vu est presque ému, j'étais presque ému. Et avec ça, je fais ces petites interventions-là. J'en ai fait 3. Et puis, nous, on fait ça comme d'habitude. On avait du fun, parce qu'à l'époque, je faisais une émission qui s'appelait Content. On prenait du monde dans la rue. OK. Et puis, je faisais une espèce de farmer, mais un peu genre, un peu Mario Tremblay, tu sais. Fait que là, je dis, ce serait bon que tu fasses ce rôle-là, il dit, pour ça. Écoute, quand il y a eu le packaging, c'est-à-dire à l'hôtel où il a reçu des invités pour faire l'émission au complet, quand le gag a passé de Serge Laprade, le monde, là, il y a eu un arrêt, il y a eu un commercial, tout le monde s'est levé debout. Écoute, le monde tapait ses tables. Le lendemain, ça l'a passé le dimanche soir, le lendemain, je suis passé de inconnu à connu. Je prenais l'autobus, etc. J'allais à la banque, le monde me reconnaissait. Puis parce qu'il s'avait dit, c'est qui ce gars-là? C'était ton break. Le monde se sont roulés à terre. C'est ton breakthrough. Au Québec, le monde se sont roulés à terre ce soir-là. Et ça c'est marqué à vie, là. C'est ce qui m'a mis sur la map, ce rôle-là. Denis, ta plus grande réussite, ta plus grande fierté, on pourrait parler de ta longévité, peut-être c'est ça la réponse, ce serait quoi? Ma plus grande fierté, c'est professionnellement. C'est d'avoir joué, d'avoir eu une belle carrière. En fait, ta longévité, oui, c'est ça. D'avoir une belle carrière, d'avoir joué des rôles. Oui. Écoute, je peux pas souhaiter autre chose que ça, là. Comme je te dis, je suis très privilégié d'avoir fait ça. Oui, la longévité, la persévérance. Moi, je dis toujours aux gens, qu'on en parlait tantôt, j'ai toujours cru que je ferais ce métier-là, en dedans de moi. Toi, t'as jamais eu de période où tu dis, je lâche? Jamais. Je me demande si je devrais continuer. Jamais. Je le sais, des fois, ça allait pas bien, j'avais pas de job. Mais ça m'a jamais effleuré l'esprit. C'était sûr que je ferais ça. Est-ce que tu pratiques des sports? Est-ce que tu es un amateur de sport? Forcément, puisque tu arbores une casquette des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire que oui, j'adore le football, j'adore le hockey. Le hockey en premier? Oui, le hockey en premier. Tu joues au hockey un peu? J'ai joué beaucoup. Oui. Mais malheureusement, j'ai eu un accident au genou et puis je me suis fait refaire le genou. Et puis après ça, je me suis dit, mon métier est plus important que vu qu'on parle de hockey, d'accord avec l'échange du Canadien ce matin? Écoute, tu tombes mal. Parce que le Canadien a échangé ce matin au Penguins de Pittsburgh notre gardien Carey Price contre Eugénie Malkin et 2 choix repêchage et une somme d'argent. C'est une joke, ça? Ah, tu le savais pas? C'est une joke. Tu m'as eu. Jusqu'à temps que tu viennes, je me disais, faut que j'y trouve quelque chose. C'est une joke. Ça va marcher. Moi, j'en joue des jokes. Okay. Je le sais. Parfait. Je le sais. Okay. Mais non, parce que moi, j'aurais aimé ça t'avoir. Je ne suis pas un partisan de Montréal, moi. Depuis que j'ai 12 ans, c'est Boston, mon club. Bobby Orr, etc. Maintenant, c'est sûr que là, j'ai Marchand. Pour la première fois, tu me déçois. J'adore Marchand. T'adores Brad Marchand. J'adore, oui, mais c'est quelqu'un de talent, Brad Marchand. Il fait quasiment 100 points par année. C'est un Peter Sellers du hockey. Parfait, il est, je trouve. Il fait rire oui, ça, j'ai trouvé ça spécial. non, mais je veux dire par là, puis Bergeron, j'adore Bergeron. As-tu goûté à la Ligue de l'improvisation? J'ai fait beaucoup d'impro quand j'étais à l'école de théâtre, d'ailleurs. Ce qui est très important. Je voudrais vraiment en profiter pour remercier Yvan Ponton. Parce que quand je suis arrivé à l'école de théâtre, Yvan m'a enseigné l'interprétation de la première année. En interprétation. Et en 2e, 3e année, il nous a enseigné l'impro et ça donnait que là, il venait de commencer à créer la LNI. Avec Gravel, etc. Et là, lui, il expérimentait avec nous. Fait qu'il nous a beaucoup initiés à l'improvisation. Après,
quand je suis sorti d'école, il a donné mon nom, la Ligue nationale d'improvisation. Mais moi, j'étais un peu heureux. Fait que quand j'allais voir les games, puis je voyais les claques qui partaient d'en haut, puis qui arrivaient ces comédiens, moi, là, ça m'aurait tué, ça. J'ai pas été là, puis tu sais, je sais que Yvan a toujours cru en mon talent. Tu sais, en fait, c'est lui qui m'a dit un jour, t'inquiète pas, Denis, tu vas faire le métier. C'est un gars, pour moi, j'y dois beaucoup. Mais tu sais, là-dessus, je suis pas allé parce que je le savais que moi, j'avais pas ce caractère trempé là pour faire ça. Okay. Mais j'en fais encore de l'improvisation. J'ai fait ça toute ma vie, avec surprise, avec les gangs. Fait que ce que j'ai appris avec Yvan, ça m'a servi toute ma vie. Denis, nous sommes bousculés par le temps. En quelques mots, qu'est-ce que ça prend pour faire un bon comédien? Moi, j'ai marqué humilité et j'ai marqué aussi savoir improviser. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? Les qualités premières pour faire un bon comédien, pour jouer la comédie. Mais en quelques pour jouer la comédie ou jouer au total, jouer Ben pour jouer la comédie, étant donné que c'est plus ton... Ça, c'est un don. C'est un don? Ça ne se développe le comique, non. Pas ou peu? Ah oui? T'as ça en dedans, parce que c'est une question de timing de comédie. OK. Tu l'as ou tu l'as pas. Ça ne s'apprend pas, c'est naturel. Mais ça, c'est pas encourageant, par contre. Ben... je te parle, mettons, tu sais, je regarde les grands comiques, là. Ouais. Peter Sellers, là, il voulait juste faire du dramatique. Ouais, il voulait pas faire... Il faisait ça parce qu'il avait besoin d'argent. La Panthère Rose, là, Blake Edwards, le réalisateur qui écrivait, pour lui, à chaque fois, il fallait qu'il insiste, puis qu'il insiste. Il voulait pas faire ça. Lui, il voulait faire du dramatique. Ouais. Mais c'était un grand comique, tu comprends? Est-ce que, dans tes années de gag, quelqu'un s'est déjà blessé physiquement, quand même assez sérieusement, que ce soit un comédien ou une personne qui s'est fait prendre? Non, jamais. C'est jamais arrivé? Jamais. Question suivante. À ce stade-ci de ta carrière, quelqu'un t'appelle, possiblement un ami, et il met le prix. Vas-tu dans un party privé faire le clown? Non. Non? Non. Tu l'aurais fait en début de carrière? Je l'ai fait. C'est ça? Mais une de mes premières jobs, c'était de faire du clown à Terre des Hommes, parce qu'il y avait encore les pavillons. Puis je me promenais en clown, puis en fait, du clown, j'en ai fait au début, parce que il faut se trouver des jobs. Ouais, c'est ça. Bon, mais sauf que... Là, tu le ferais plus, même pas pour ton meilleur ami? Non. Ben, pour mon meilleur ami. Mon meilleur ami, il sait, de toute façon, on fait tu sais, on fait des soupers et tout ça, je fais avec tout le monde. J'ai pas besoin, en fait, ça se commande pas. C'est naturel. Quand, mettons, je suis vraiment en feeling, je peux faire rire toute ta table au complet. Denis, quel est le préjugé premier auquel un comédien fait face dans la vie de tous les jours? Exemple, quelqu'un pourrait dire par envie, c'est pas vraiment un travail. C'est quoi le préjugé premier quand on fait dans la comédie? Attends, je comprends pas la question. Ben, je vais te donner un exemple. Quelqu'un travaille dans les bijoux, puis les gens vont dire « Ah, c'est de l'argent facile », quand dans le fond, ils travaillent très fort. Toi, y a-t-il un préjugé par rapport à ton métier, que les gens disent « Ah, c'est pas vraiment un travail, il fait des jokes ». Exemple, là, je te souffle une réponse, c'est peut-être d'autres. Oui, mais ça, c'est les gens qui pensent ça. Mais l'affaire, c'est que plus ça paraît facile, plus les gens pensent que c'est facile. Mais tu sais, il y a un travail derrière tout ça. Ouais. Il y a, tu sais... C'est ça, ben oui, il y a une préparation. Mais moi, je suis content parce que... Il y a une pression. Parce que le gars qui m'arrête à l'épicerie puis qui me dit « Mon beau-frère, il serait bon en tabarnak d'un gag », il t'écoute. Ben, ça veut dire que lui, il pense que c'est facile, tu comprends? Et là, je me dis, ben oui, c'est parfait, j'ai réussi à rendre ça facile, que les gens, ils m'envient de ce métier-là. Oui, comme je dis souvent, je suis privilégié, tout ça, mais c'est un métier que j'ai développé, tu sais, et c'est rendu pour moi tellement facile de faire ça. Es-tu capable d'arriver à faire un décompte du nombre de gags, à moins que ça ait été fait? Ah, je suis au-dessus de 2000. 2000? Ah oui, au-dessus de 2000. Wow. Oui. Quel genre de musique tu écoutes? Exemple, quand tu t'en venais ici dans ta voiture, qu'est-ce que tu écoutes? Moi-même, je me chante des chansons. Là, tu niaises, là. Tes groupes rock préférés? Ben, écoutes-tu du dance music? Eagles, les Eagles, moi, c'est toutes les guitares, là, ça vient me chercher. Acoustique. Ouais. Ton top 3, moi, je suis curieux de savoir en matière de théâtre, ou peut-être plus de cinéma, ton top 3 de genre de films qui t'ont marqué, que tu aimes beaucoup. Moi, Parce que tu dois aimer des films aussi dramatiques. Oui.
ce qui me touche, les films, c'est les histoires vraies. Oui. Ça, là, ça vient me chercher parce que je le sais que c'est vrai. Je le sais que ça s'est passé. Et même après le film, je vais souvent sur Internet aller me documenter sur les vraies personnes pour voir, tu sais, si vraiment le film a exagéré ou en tout cas, du moins, il y a des affaires plus complètes, tu sais. Mais ça, non, j'aime ça, moi. C'est pas parce que je joue pas de dramatique que j'aime pas ça. J'adore ça, puis j'adore surtout les vrais, les films véridiques. Oui. Mais je te comprends, moi aussi. J'aime bien ce qui va relater la vie des gens qui ont percé. Oui, et c'est passionnant, ça. Puis souvent, ça va avoir une influence. En terminant, je vais te donner un petit cadeau. C'est vraiment improvisé, parce que là, je vois que tu as une casquette des Patriots, et maintenant, tu en auras deux. Wow! Je t'en donne une avec du bleu, puis celle-là, je la trouve un peu trop blanche. C'est parfait, merci beaucoup. T'es content? Ça veut dire que t'es content? Ben, tu fais venir ça de... De Chine? Non. Non, c'est de ma collection personnelle. Les gens ne le voient pas. Il y a beaucoup de... Dans le studio, ici, il y a beaucoup de casquettes de tout ça. Tantôt, quand tu es arrivé avec ça, je me demandais quoi te donner, parce que souvent, je vais donner à des gens qui viennent ici à l'émission des petits cadeaux. J'ai dit, tiens, ça, c'est pour lui. Mais tu sais, je dois avouer qu'on n'a plus la même équipe. Hein. C'est dans Brady. 3 et 5. Brady faisait toute la différence. Oui, c'est sûr. Mais il y a plusieurs jours aussi qui ont quitté. Moi, je veux te remercier au nom de tous les gens dont tu as su égayer la vie et en mon nom personnel, parce que je t'ai écouté beaucoup, spécialement avant les matchs du Canadien dans Just for Laughs, dans les matchs des séries. Je te souhaite longue vie. Mes souhaits pour toi sont un livre, une conférence, un film et encore beaucoup de blagues. Je te souhaite longue vie. Merci d'avoir été ici. Et spécialement, si tu fais un film ou une conférence, je veux te revoir ici parce que ça a été très agréable. On verra. Et on prend pour la même équipe. Donc, on a un point en commun. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'était super agréable. Hein? Les gens vont apprécier. On aurait pu faire 2 heures, mais le format... On a fait combien de temps, là? D'après moi, on a fait pas loin d'1 heure. On le verra tout de suite après. Ça passe. Merci beaucoup à toi. Très agréable. Et moi, je veux dire aux gens aussi que... Et on en parlait tantôt. On en parlait tantôt. Tu es un commerce agréable. Salut. Pas une once de snobisme. Merci d'avoir été des nôtres. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche. Une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience sur place. Ça fait déjà 23 ans que ce très beau magasin existe. Une bonne réputation. Tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils, de bas prix, de chasse et de pêche. Allez voir François au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, vous avez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller pour faire un retour dans le temps, pour penser que vous êtes dans les années 80 ou 90. C'est l'endroit tout désigné pour vous. Vous allez être aussi reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Je vous recommande le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements sur place. C'est un endroit comme on en voit peu. Pour du résidentiel commercial, pour les bars qui vont bientôt ouvrir, un restaurant, une boutique. Comme je vous le dis, c'est surprenant ce que vous trouverez. Et c'est un endroit qui n'est pas dur à situer. C'est dans le complexe de la Marina à Repentigny, au 358 Notre-Dame. Les réparations aussi sont faites sur place. Je vous donne le numéro de téléphone du centre de liquidation audio usagé dans le 450, c'est le 654 68 49. Un de nos partenaires très importants ici, c'est le centre d'imagerie Pixel, celui que l'on surnomme l'incontournable et pour cause. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, situé en face de la Marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel. Je donne le numéro de téléphone de Pixel pour le graphisme. Celui que l'on surnomme l'incontournable dans le 450, c'est le 654 99 44. Maintenant, un mot sur un garage dont la réputation n'est plus à refaire, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. Beaucoup d'explications, on ne va pas vous changer les pièces pour rien. De longues années d'expérience vous attendent. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. En terminant, un commentaire, félicitations à l'Impact de Montréal qui s'est classé dimanche soir dernier pour les séries éliminatoires. Bonne chance, c'est vendredi le 20, soit dans 2 jours que commence le premier tour. Hors d'onde, je peux vous dire que suite à une discussion que j'ai eue avec la voix officielle de l'Impact au 98.5, soit Jérémy Filosa, la joie et le sourire qui vient avec la victoire habitent l'entourage de l'équipe. Donc, bonne chance à l'Impact.
En terminant, oui, c'est sûr, il y a des mesures de restriction qui sont contestées, c'est pas facile, c'est difficile pour tous, mais c'est en travaillant en équipe qu'on va y arriver. N'oubliez pas également les 3 mots en cette période de confinement spécialement. Comment ça va? Ça ne coûte pas cher. Appelez un ami. Comment ça va? 3 mots qui vont semer un brin de joie et d'optimisme dans le cœur des gens. Et vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. Ici Stevie Ray, bienvenue encore une fois cette semaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, encore de bons invités. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.